Biaggi in third place. This is going to be a straight head-to-head between the two Italians, the great rivals, Valentino Rossi and Max Biaggi. Gagner avec une machine inférieure à la concurrence, qui plus est pour sa première course avec, c'est un accomplissement rare et prestigieux. Et c'est précisément ce qu'a fait Valentino Rossi lors du Grand Prix d'Afrique du Sud 2004. Bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire. Ce jour-là, il faut dire que Valentino a surpris beaucoup de monde. Ce Grand Prix est donc une date clé dans l'histoire du MotoGP, et le docteur s'est imposé devant son plus grand rival de l'époque, Max Biaggi, rendant encore plus légendaire cet accomplissement. Mais revenons un petit peu en arrière pour bien comprendre cette rivalité entre ces deux grands noms de la moto. Valentino Rossi et Max Biaggi ne sont pas de la même génération, ils ont 8 ans d'écart. L'aîné, c'est Max. Né à Rome le 26 juin 1971, il se dirige vers une carrière de footballeur avant de tomber dans le bain de la course moto. C'est à l'âge de 18 ans qu'il débute en 125 dans les championnats italiens où il va rapidement s'illustrer et ainsi passer en 250 sur le circuit mondial. Le tout avec Aprilia. Sa première saison complète se passe en 92 et il prend ses premiers podiums et sa première victoire en fin de saison à Kyalami. Bon, il fait un crochet chez Honda en 93 avant de revenir dans le giron italien en 94 et entamer 4 saisons de domination. Max Biaggi, dit l'empereur romain, se fait un nom et devient un grand espoir de la moto transalpine, surpassant même ses compatriotes Loris Capirossi et Luca Cadalora. Pays qui attend avec impatience un successeur à Franco Uncini, dernier champion en 82. Bref, 94, 95, 96 et 97, c'est une razzia. 27 victoires et 4 titres de champion du monde 250. Le dernier avec Honda d'ailleurs. Mais l'Italie a de la ressource et n'a pas que Max Biaggi comme talent. En effet, l'autre, c'est Valentino Rossi. Né à Urbino le 16 février 1979, ce dernier ne vient pas de la ville, mais de la campagne. Il a grandi dans un milieu beaucoup plus rural et un caractère bien différent de son aîné. Bien plus déconneur, ne se prenant pas au sérieux et n'a pas la même tenue et la même mesure que Biaggi, bien plus froid et réfléchi. Fils de Graziano, ancien pilote de 150 et 500, Rossi débarque en mondial en 96 dans la petite catégorie 125. Il y décroche sa première victoire à Brno avant de dominer le championnat l'année suivante et d'y décrocher son premier titre de champion du monde. Valle se révèle et n'est pas le dernier pour déconner, en témoignent ses célébrations d'après-course. Et en parlant de célébration, au Mugello 97, après sa victoire à domicile, le jeune Italien embarque avec lui dans son tour d'honneur une poupée gonflable portant le nom de Claudia Schiffer. Une pique lancée à Biaggi dans sa relation avec Naomi Campbell fait beaucoup parler. Ça a fait rire pas mal de monde, mais pas Biaggi. Une rivalité naît et s'envenime rapidement, mais cette dernière ne s'exprime pas encore en piste. Car si en 98, Rossi passe en 250, Max Biaggi rejoint les rangs de la catégorie reine, le 500. Il y décroche d'ailleurs la victoire de sa première course à Suzuka et termine vice-champion du monde en fin d'année derrière le ténor de la discipline, Mick Doohan. L'année suivante, Max s'en va chez Yamaha et devient une tête d'affiche de la marque au diapason. Mais Honda et Suzuki sont devant ayant un petit avantage. De son côté, Valentino Rossi en termine avec la catégorie intermédiaire. Vice-champion en 98, il domine la saison 99 avant de partir à son tour dans l'élite de la moto. Les deux rivaux italiens vont donc pouvoir se battre en piste, une confrontation attendue, mais ce n'est pas qu'une histoire de pilote. Honda et Yamaha, deux géants de la moto. Incontestablement, Honda est le numéro 1 mondial, commercialement et sportivement. Voilà plusieurs décennies que ces deux marques se tirent la bourre sur la scène des Grands Prix. Arrivé en 500 en 68, Yamaha a décroché ses premiers succès dans les années 70. Première victoire en 72 avec Chas Mortimer et premier titre constructeur en 74 avant qu'Agostini ne devienne le premier pilote champion au guidon d'une Yamaha. Si on reste dans la sphère de la catégorie reine, sinon ça remonte à 68 avec Phil Reed en 125 et 250. En l'absence de Honda et face à Suzuki, Yamaha se construit un petit palmarès et remporte 3 autres titres pilotes avec Kenny Roberts. Par contre, les titres constructeurs reviennent à leurs adversaires.
En 79, Honda fait son retour à la compétition et compte bien redevenir performant rapidement. Ils ont dominé la catégorie 350 dans les années 60 et en 66, ils ont remporté un titre en 500. C'est à partir de 1982 que le duel Honda-Yamaha débute réellement avec toujours Suzuki dans les parages. Honda peut compter sur Freddie Spencer qui prend le titre pilote 83, là où Yamaha mise sur Kenny Roberts ou Eddie Lawson, sans oublier Randy Mamola en représentant de Suzuki. La lutte est lancée et c'est à toi à moi. Le tout également en 250 où des Christian Saron, Carlos Lavado, Freddie Spencer, là aussi, ou plus tard Cito Pons défendent les intérêts de ces deux géants. Cela nous offre une décennie riche en batailles sur deux roues. En 1987, le top 11 ne compte que des pilotes Honda ou Yamaha, preuve de leur suprématie. Le titre pilote est d'ailleurs remporté par l'Australien Weingartner sur Honda. Enfin bon, regardez ce tableau et vous allez comprendre que les titres passent d'un camp à l'autre. La bataille est donc intense avec des intérêts commerciaux énormes à l'échelle planétaire. À la fin des années 80, c'est l'avènement de notre américain, Wayne Rainey. Ce dernier va défendre les intérêts de Yamaha et va remporter 3 titres consécutifs pour le diapason. Puis à partir de 93, ça se complique. Wayne Rainey est malheureusement victime d'un terrible accident à Misano, un high side dramatique qui paralyse l'américain. Désormais paraplégique, sa carrière de pilote s'arrête là et regarde Kevin Schwantz sur Suzuki lui prendre le titre mondial. Wayne prendra la direction de l'équipe Yamaha dans les années 90, un poste qu'avait déjà occupé Kenny Roberts. Bref, dès 1994, la donne change car un Australien pilotant une Honda éteint toute forme de concurrence. Mick Doohan enchaîne 5 titres mondiaux et Yamaha se montre bien incapable de contrer leurs adversaires. S'il termine vice-champion en 94 et 3ème en 95, Cadalora ne fait que de la figuration avec sa Yamaha, qui ne peut exister face au rouleau compresseur Honda. Norifumi Abe ne fera guère mieux. C'est pourquoi le recrutement de Biaggi en 99 est important. Le Romain devient le fer de lance de Yamaha, mais il y a du retard à combler. Cette année-là, l'hégémonie Doohan s'arrête lorsque l'Australien se blesse gravement durant les qualifications du Grand Prix d'Espagne. Mais Honda peut compter sur l'Espagnol Alex Crevillé pour amener la coupe à la maison. Biaggi n'est que 4ème. Puis en 2000, Honda s'acquiert les services de Valentino Rossi. On en était donc là. En 2000, les deux Italiens qui incarnent chacun leur marque se livrent leur première bataille. En fin de saison, pour le Grand Prix du Pacifique à Motegi, le numéro 46 et le numéro 3 se livrent une lutte intense pour la 2ème place. En effet, le vainqueur c'est Kenny Roberts Jr. avec sa Suzuki et cet américain prendra d'ailleurs le titre pilote. En revanche, côté constructeur, Yamaha s'impose. Biaggi a pu compter sur le soutien de Gary McCoy, Carlos Checa ou Norifumi Abe. La saison 2001 commence à Suzuka pour le Grand Prix du Japon et les deux Italiens croisent de nouveau le fer. Dans la ligne droite, Biaggi pousse son rival dans l'herbe. Rossi ne s'en laisse pas compter et retourne au mastic pour reprendre l'avantage quelques kilomètres plus loin et donner son point de vue aux Romains. Mais en ce début de saison, c'est Valentino Rossi au guidon de la Honda qui domine. Après Suzuka, il s'impose à Welcome en Afrique du Sud et à Jerez. Biaggi réagit avec une victoire au Mans. Puis à Barcelone, leur rivalité passe dans une autre sphère. Le campagnard s'impose devant le citadin, mais dans l'escalier menant au podium, les esprits s'échauffent. En fait, dans la montée vers le podium, dans cet étroit escalier en colimaçon, l'assistant de Rossi a percuté le Romain avec la visière de son pilote. Du coup, Biaggi s'est énervé et Rossi est monté au créneau pour défendre son équipier. Faut savoir également que dans le parc fermé, seuls 2 membres d'équipe sont autorisés et que là, pour Honda et Rossi, ils étaient 4. Et ça m'a un petit peu énervé Biaggi. Et vu que toute cette histoire s'est passée hors du champ de vision des caméras et que sur le podium, Biaggi avait un bleu au visage, on a cru que les deux rivaux s'étaient battus. Mais non. En revanche, entre le Grand Prix des Pays-Bas à Assen et d'Australie à Phillip Island, les deux se rendent coup pour coup, mais face à Rossi et sa Honda, Biaggi n'a pas pu se battre pour les victoires à chaque course. Ainsi, le pilote Honda prend son premier titre en catégorie reine assez aisément devant son adversaire. Puis, il s'en va rejoindre l'équipe officielle en 2002, année importante parce que c'est là qu'est introduit le MotoGP. Fini les 2 temps nerveux et bonjour les 4 temps plus modernes. Si les 500 sont encore autorisées, elles ne feront pas le poids face aux nouvelles machines. Et surtout, Honda effectue une meilleure transition que Yamaha et Rossi domine outrageusement. 15 podiums en 16 courses. Pire résultat en terminant 2ème et 11 fois premier. Biaggi termine une nouvelle fois vice-champion avec seulement 2 victoires entre Brno et Sepang. Et Max s'agace contre Yamaha, il le dit, il n'est pas seul, cette moto, la M1, n'est pas assez bonne et qu'il lui faut une Honda comme Rossi pour gagner. Son vœu est exaucé et en 2003,
Il aura la même moto que son grand rival, mais ils ne sont pas dans la même équipe, non. Rossi est avec l'équipe officielle Honda Repsol et Biaggi est avec Sito Pons. Cette fois-ci, le double champion du monde ne trébuche pas et réalise 100% de podium. Une nouvelle domination avec un total de 9 victoires et un 3e titre de champion du monde d'affilée en catégorie reine. Derrière, ce n'est pas Biaggi, mais c'était Gibernau, un pilote espagnol pilotant également une Honda, mais entre les mains du team Gresini. Max est 3e. Pas si facile que ça de battre Rossi, et il faut dire que le docteur est beaucoup critiqué. Beaucoup ont du mal à donner du crédit à Rossi car sa moto semble tellement supérieure aux autres. En comparaison, depuis 1993, Honda c'est 117 victoires contre 24 pour Yamaha, qui sort justement d'une année blanche en 2003. Seulement une maigre 3e place comme meilleur résultat avec Barros et 7e au classement pour Tcheka, meilleur représentant au championnat. Rien ne va plus pour la marque au diapason. Puis, s'il est l'un des sportifs les mieux payés, Rossi n'est pas totalement épanoui chez Honda. Sa célébration après le Grand Prix de Tchéquie en témoigne. Chez ce constructeur, il se sent un petit peu prisonnier. Prisonnier des obligations commerciales et il faut dire aussi que les critiques font mal. L'Italien veut prouver que s'il gagne, ce n'est pas grâce à la moto. Et cette situation est une opportunité pour une autre marque, Yamaha. Dans ce transfert historique, 2 hommes ont été très importants. Lynn Jarvis, alors patron du constructeur en Grand Prix, et Davide Brivio, team principal de l'équipe officielle depuis 2002. Mais avant de convaincre Rossi, il fallait convaincre le siège Yamaha de prendre l'Italien. Et ouais, c'est pas vraiment un pari gagnant parce que, admettons, Rossi, il arrive à gagner avec la Yamaha, tout le monde va dire que c'est grâce à Rossi et pas grâce à Yamaha. Et quand un constructeur qui a pour but de vendre des motos dans le monde entier, c'est pas forcément la meilleure pub. On peut totalement comprendre cette crainte. En fait, c'est Masao Furusawa, nouveau chef de projet en 2003, qui a convaincu son président de tenter le coup. Maintenant, il faut convaincre le docteur. Pendant la saison 2003, Brivio et Jarvis rencontrent Rossi régulièrement dans le plus grand secret. Forcément, le champion veut des garanties. D'abord, les prétentions salariales étaient trop grandes, mais ils sont parvenus à un accord. Puis, Yamaha lui présente sa future moto, là encore, dans le plus grand secret. Valentino est convaincu et accepte de rejoindre l'aventure Yamaha. Oui, mais il n'est pas le seul à faire le voyage dans le garage voisin, car il est accompagné de son chef mécanicien, Jeremy Burgess. Il n'y a pas de grand pilote sans grand entourage, et Jeremy Burgess est l'un des plus grands techniciens de la moto. Cet Australien a travaillé avec Randy Mamola chez Suzuki avant de rejoindre Honda en 83. Ainsi, il a bossé avec Freddie Spencer et sera en 87 le chef mécanicien de Weingartner, année où il décroche le titre. Par la suite, Burgess travaille avec un autre Australien, Mick Doohan, bien sûr. Donc 5 titres de plus. Et enfin, quand Rossi a rejoint l'élite, Jeremy a commencé à travailler avec Valentino. Ce mécano était un élément clé qui a convaincu Rossi de venir chez Honda. Et donc, ensemble, ils ont décroché 3 titres supplémentaires. On en est à 9 pour Jeremy Burgess. Pas besoin d'en dire beaucoup plus pour expliquer pourquoi Burgess est important pour l'entourage de Rossi. Il a accepté de suivre le numéro 46 dans sa nouvelle aventure chez Yamaha. Cela dit, les premiers tests devront attendre car Honda y met son veto. Vexé par le départ surprise de Rossi, surtout pour Yamaha et sa moto médiocre, le siège Honda refuse que l'Italien teste la M1 tant que son contrat est encore actif, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Lors de l'ultime manche de la saison 2003 à Valencia, Rossi s'impose et quitte donc le giron Honda. Un saut dans l'inconnu et un pari énorme. Début 2004, Valentino découvre donc la Yamaha avec Burgess et son nouveau staff technique. D'ailleurs, Burgess n'est pas le seul ingénieur de Honda à avoir suivi l'Italien. Bref, si la nouvelle Yamaha est meilleure, il y a du boulot, mais en quelques semaines déjà, Rossi et son staff parviennent à trouver des solutions et font progresser la machine. Est-ce que ce sera suffisant pour jouer devant à Welcome? C'est la question que tout le monde se pose. There's the man, the king of Grand Prix motorcycle racing, arguably the greatest motorcycle racer of all time. I think if he wins the race this afternoon, that title will stick forever. Le week-end du 18 avril 2004, sur le circuit de Fakiza près de Welcome en Afrique du Sud, c'est le lancement de la saison et le début de l'histoire Rossi-Yamaha. En face, Honda et Biaggi font office de favoris. Bien que Valentino ait quitté l'équipe officielle, ce n'est pas le Romain qui a pris sa place. Max est encore chez Pons. Chez Honda Repsol, Nicky Hayden a donc été rejoint par le Brésilien Alex Barros. Attention également à cet Gibernau dans le team Movistar de Fausto Gresini, vice-champion en 2003. L'Espagnol est accompagné de l'Américain Colin Edwards.
Bon, sur la grille, on a aussi le team Tech 3 avec Yamaha composé de Norifumi Abe et Marco Melandri, le team Ducati qui entame sa deuxième saison en MotoGP avec Troy Bayliss et Loris Capirossi. Il y a également Suzuki avec Kenny Roberts Jr. ou John Hopkins, Kawasaki avec Nakano et Hoffman, ou encore Aprilia avec Jeremy McWilliams et Shane Byrne. En fond de grille, on retrouve aussi des Proton et des Harris. Mais évidemment, tous les regards sont portés devant, et le samedi, pour les qualifications, c'est Valentino Rossi qui impressionne en prenant la pole position. L'aventure démarre très bien, mais il y a une différence colossale entre faire un très bon tour et faire 28 très bons tours. Ça, c'était Gibernau 2e, et Max Biaggi 3e le savent, et comptent bien couper les ailes de Rossi. La tension est grande quand les feux s'allument, et à l'extinction, Valentino fait le all shot et devance ses deux principaux adversaires. Les premiers virages sont passés sans encombre, mais dans la ligne droite de retour, Biaggi s'empare de la deuxième place et se lance à l'assaut de son ennemi. Rapidement, les trois favoris se détachent, même si Gibernau marque progressivement le pas. Ça se jouera donc entre les deux Italiens, et Max se montre très pressant. Dès le troisième tour, le Romain passe à l'attaque, mais Rossi y retourne immédiatement, ce qui remet Gibernau dans la course. Mais Biaggi reprend sa position. L'épreuve ne fait que commencer. Dans les tours qui suivent, Rossi parvient à prendre un petit peu d'air parce que ses deux rivaux se bataillent derrière pour la deuxième place. Mais définitivement, la Honda semble meilleure car Biaggi reprend le leader assez facilement. Ce sera dur pour le docteur et dans le sixième tour, la moto jaune reprend les devants. Changement de physionomie, Gibernau est distancé et Rossi contre-attaque dès qu'une petite ouverture s'offre à lui. Hors de question de voir son rival prendre le large. Et ce scénario va durer jusqu'à la fin. Valentino donne tout ce qu'il a et tente de compenser les défauts de sa moto. Un combat de haut vol. Au cœur de la course, Biaggi semble gérer et laisse la Yamaha devant. Et quand la course entre dans les 5 dernières boucles, la Honda retourne au combat et Biaggi reprend les commandes. Max donne tout pour tenter de décrocher son rival qui n'en démord pas. Plus que 4 tours et Rossi fait l'élastique. Dans certaines portions, il est en difficulté, mais il parvient à revenir dans les zones de freinage. Nous sommes dans le 26e des 28 tours et dans l'avant-dernier virage, Rossi plonge à l'intérieur. Un bloc passe qui lui permet de reprendre les commandes. Plus que 2 tours et ils seront intenses. Un choc de titan et Rossi entame l'ultime tour en tête avec quelques précieux mètres d'avance. Dans ces derniers kilomètres, Valentino a tué son adversaire et maintient la distance. Biaggi est incapable de porter une attaque et Rossi sort du dernier virage pour écrire l'histoire. Il remporte sa première course avec Yamaha. Le premier pilote à remporter la dernière course d'une saison avec une moto et la première de la suivante avec une autre depuis Giacomo Agostini entre 73 et 74. Légendaire, tout comme sa célébration quand on dit long. Ce jour-là, Valentino Rossi est passé dans une autre ligue, de champion à légende. Cette performance ne sera pas un cas isolé. S'il manque le podium à Jerez et au Mans, 2 courses remportées par Gibernau, Rossi reprendra les commandes à partir du Mugello avant de dominer le championnat et de remporter un nouveau titre. Et 2005 sera tout aussi beau entre l'Italien et sa maison Yamaha. Il prend sa 7e couronne mondiale avant de trébucher en 2006, battu par Hayden après une saison difficile, puis surpris, comme tout le monde, par Casey Stoner et sa Ducati en 2007 avant de retrouver les sommets en 2008 et 2009. Afin d'atteindre les 9 titres. S'il a été pilote Honda et qu'en 2011 et 2012 il sera pilote Ducati, les plus belles pages de sa carrière, Rossi les a écrites avec la marque au diapason. 46 victoires entre 2004 et 2010, puis 10 autres lors de son retour en 2013. Rares ont été les pilotes qui ont quitté leur zone de confort pour tenter une aventure aussi périlleuse. À titre de comparaison, Michael Schumacher l'a fait avec Ferrari. Ce sont ce genre d'accomplissements qui font entrer un sportif dans la légende. Max Biaggi sera plus en difficulté et ne remportera plus qu'une seule course. Sa 13e et dernière victoire en catégorie reine avant de s'effondrer en 2005. Sa dernière saison en mondial. Max se reconvertira en Superbike où il remportera 21 victoires et 2 titres de champion du monde en 2010 et 2012. Pour revenir au MotoGP, le principal rival de Rossi à partir de 2004 se nomme CT Gibernau. Les deux hommes nous offriront d'ailleurs de splendides batailles comme le Grand Prix d'Espagne 2005 à Jerez. Mais ça, c'est une autre histoire.
On arrive au bout de ce moment d'histoire, j'espère qu'il vous a plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de reparler de MotoGP après la vidéo sur Stoner. Vous avez dit que vous aimeriez avoir un petit peu plus de vidéos sur les deux roues. Et donc, bon, vous l'avez déjà dit avant, mais il faut dire qu'après Stoner, vous étiez particulièrement motivé. Mais ça fait plaisir. Donc si jamais vous savez quoi faire, vous savez quoi faire sur la plateforme. Merci à ceux qui ont rejoint la chaîne. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport méca. À la prochaine. Et si jamais vous voulez voir ce Grand Prix, le Grand Prix d'Afrique du Sud 2004, MotoGP, vous l'avez sur YouTube gratuitement et en intégralité avec la chaîne officielle MotoGP. Voilà. Donc ça c'est cool. Je pense pas que je pense pas que la F1 ferait ça, mais non, ils le font pas. Mais MotoGP, les Grands Prix, on va dire historiques, ils les ont publiés sur leur chaîne, donc ça c'est cool. Bon, et Afrique du Sud 2004, c'est vraiment d'attention. Il y a un moment un peu de flottement au milieu, mais comme souvent dans les courses. Mais sinon, c'est succulent. C'est une superbe course à regarder. Et la fin, c'est dingue. Après, elle est aussi disponible en intégralité, mais en italien. Alors là, ça gueule dans tous les sens. Et les commentaires sont fabuleux. Donc si jamais voilà, vous avez ces possibilités-là. Voilà. La suite, bientôt. À la prochaine. Des bisous.